Une femme est invitée à un événement chic, mais en arrivant, elle découvre quelque chose qui change toute sa vie. Travaillant depuis plusieurs années comme responsable des relations publiques dans une petite entreprise de mode, elle menait une existence bien rythmée entre son travail, ses amis proches et sa passion pour l'art. Bien que sa vie professionnelle ne soit pas des plus glamour, Sophie aimait la stabilité qu'elle apportait. Elle n'était pas du genre à fréquenter les événements mondains ou à se mêler aux hautes sphères de la société parisienne. Cependant, tout cela allait bientôt changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Un matin, alors qu'elle s'installait à son bureau, elle remarqua une enveloppe élégante posée sur son courrier habituel. Contrairement aux lettres promotionnelles et aux factures habituelles, cette enveloppe était différente. Le papier épais, légèrement texturé, était d'un blanc immaculé et un sceau de cire dorée ornait l'arrière, portant l'emblème d'un château qu'elle ne reconnaissait pas. Intriguée, elle déchira délicatement l'enveloppe pour découvrir à l'intérieur une invitation soigneusement écrite à la main. L'invitation l'informait qu'elle était conviée à un gala prestigieux, organisé dans un château situé en dehors de Paris. Le gala se tiendrait dans 3 jours et réunirait certaines des personnalités les plus influentes de la société parisienne. Le nom de l'hôte, François Delacroix, lui était vaguement familier. Elle l'avait entendu mentionner dans des conversations, mais n'avait jamais eu de contact avec lui. Le ton formel de l'invitation et l'opulence qui transparaissait dans les détails la laissaient perplexe. Pourquoi elle? Elle n'avait aucun lien avec ce monde de luxe et d'influence. Sophie passa le reste de la journée à essayer de comprendre ce que cette invitation pouvait signifier. Elle interrogea ses collègues, mais personne ne semblait avoir entendu parler d'un tel événement. De plus, pourquoi quelqu'un comme François Delacroix l'inviterait-elle à un gala aussi exclusif? Sophie n'était ni une célébrité ni une femme d'affaires influente. Elle se demandait si cette invitation n'avait pas été envoyée par erreur. Pourtant, quelque chose en elle lui disait que cela n'avait rien d'accidentel. Il y avait quelque chose de mystérieux, peut-être même de personnel, derrière cet événement. Malgré toutes ces questions, Sophie ne pouvait nier que sa curiosité avait été piquée. Après tout, c'était une opportunité rare de découvrir un monde dont elle n'avait jusqu'alors que peu d'aperçus. Le soir, en discutant avec sa meilleure amie Claire, elle décida qu'elle irait au gala. Même si elle ne comprenait pas pourquoi elle avait été invitée, elle se dit que cela pourrait être une expérience unique, une soirée à vivre au moins une fois dans sa vie. La perspective d'assister à un gala aussi prestigieux en dehors de Paris plongea Sophie dans un mélange d'excitation et d'anxiété. Elle n'avait jamais assisté à un événement d'une telle envergure. En tant que responsable des relations publiques dans une entreprise de mode, elle avait certes participé à des réceptions et à des soirées, mais jamais à un événement d'une telle grandeur. Le château mentionné dans l'invitation évoquait des images d'opulence, de splendeur, des lieux où les anciens nobles s'amusaient dans des salles au plafond doré. Sophie réalisa rapidement que sa garde-robe actuelle ne convenait pas du tout à une soirée de ce calibre. Ses vêtements, bien qu'élégants, étaient destinés à la vie quotidienne et à des réunions professionnelles, mais certainement pas à un gala dans un château. Sa meilleure amie, Claire, fut la première à lui suggérer d'aller faire du shopping ensemble. Claire, qui travaillait dans le milieu de la mode, savait exactement où emmener Sophie pour dénicher une robe à la hauteur de l'événement. Elles passèrent tout un après-midi à traverser les rues chics de Paris, visitant des boutiques exclusives dans les quartiers les plus raffinés de la capitale. Sophie, bien qu'habituée à voir des vêtements de luxe dans son travail, se sentait soudain dépassée par la splendeur des robes de soirée qu'elle essayait. Chaque pièce semblait plus somptueuse que la précédente. Claire l'encourageait, lui faisant essayer différentes robes tout en lui donnant des conseils sur les coupes et les couleurs qui mettraient en valeur sa silhouette. Sophie était à la fois émerveillée par la beauté de ses créations et légèrement intimidée par l'idée de porter un vêtement aussi extravagant. Finalement, après plusieurs heures d'essayage et de discussion, elles tombèrent sur une robe qui, selon Claire, était parfaite. C'était une robe de soie bleu nuit, fluide, avec un décolleté délicatement dessiné et des broderies subtiles qui captaient la lumière d'une manière presque magique. Lorsque Sophie se regarda dans le miroir, elle eut du mal à se reconnaître. La robe semblait transformer son apparence. Elle se sentait élégante, gracieuse, comme une femme qui appartenait au monde des châteaux et des soirées fastueuses. Claire, ravie de son choix,
lui assura que cette robe la ferait briller lors du gala. Cependant, alors qu'elle admirait sa silhouette dans le miroir, Sophie ressentit une étrange sensation de malaise. Une petite voix dans sa tête lui murmurait que quelque chose n'allait pas, que cet événement ne serait pas aussi simple qu'une simple soirée mondaine. Bien qu'elle essayât de rejeter ce sentiment, il persista, un avertissement sourd qu'elle ne pouvait ignorer. Mais déterminée à vivre cette expérience unique, Sophie mit de côté ses doutes et décida de se concentrer sur les préparatifs restants. Le jour du gala, l'excitation de Sophie était à son comble. Elle avait passé toute la matinée à se préparer, s'assurant que chaque détail de son apparence était parfait. Sa robe était soigneusement repassée, ses cheveux coiffés en un chignon élégant, et son maquillage délicat, mettant en valeur ses yeux d'un bleu profond. Elle voulait être prête pour ce qui pourrait être la soirée la plus mémorable de sa vie. Pourtant, sous cette excitation se cachait une nervosité qu'elle n'arrivait pas à chasser. Elle ne savait toujours pas pourquoi elle avait été invitée à cet événement, et cette incertitude la hantait. En début de soirée, Sophie prit un taxi en direction du château, situé à environ 1 heure de Paris. Le trajet se déroula dans un calme relatif. La campagne française défilant à travers la vitre alors que la lumière du crépuscule baignait les champs et les collines. Plus ils approchèrent du château, plus Sophie ressentait une montée d'adrénaline. Le château lui-même, lorsqu'elle l'aperçut enfin, dépassa toutes ses attentes. Il se dressait majestueusement au sommet d'une colline, entouré de jardins à la française parfaitement entretenus. Les lumières du château brillaient à travers les grandes fenêtres, projetant des reflets dorés sur les fontaines et les allées pavées. De loin, on pouvait voir les voitures de luxe arriver, déposant des invités vêtus des plus beaux atours. Des valets en uniforme ouvraient les portières, et les invités se dirigeaient vers l'entrée principale, marchant sur un tapis rouge déroulé jusqu'à la porte massive du château. Lorsque son taxi s'arrêta à l'entrée, Sophie fut immédiatement impressionnée par l'atmosphère d'opulence qui régnait. Elle sortit du véhicule, sentant le regard des autres invités se poser brièvement sur elle avant de s'éloigner dans leur conversation. Elle inspira profondément et fit quelques pas sur le tapis rouge, ses talons résonnant doucement sur les pavés, tandis qu'un valet la guidait vers l'entrée. L'intérieur du château était encore plus grandiose. Les murs étaient ornés de tableaux de maîtres anciens et des lustres en cristal illuminaient les vastes salles. Partout où Sophie regardait, elle voyait des symboles de richesse et de pouvoir. Les tables étaient dressées avec des couverts en argent, des arrangements floraux somptueux décorant chaque coin. Pourtant, malgré la beauté indéniable du lieu, Sophie ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine étrangeté. C'était comme si tout cela n'était qu'un décor, une façade, derrière laquelle se cachait une réalité plus complexe et mystérieuse. Sophie rejoignit les autres invités dans la grande salle de bal, où des musiciens jouaient doucement en arrière-plan. Elle se fondit dans la foule, essayant de se mêler aux conversations, bien que la plupart des visages lui soient inconnus. C'était un monde auquel elle n'était pas habituée, et elle sentait que malgré sa robe magnifique, elle n'appartenait pas tout à fait à cet endroit. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher d'être fascinée par l'atmosphère envoûtante qui régnait autour d'elle. Ce château, cette soirée, tout semblait trop beau pour être vrai. Mais sous cette beauté se cachait une vérité qu'elle n'était pas encore prête à découvrir. Sophie, encore légèrement intimidée par l'opulence du lieu, se déplaçait avec précaution parmi les convives. Elle se rendit rapidement compte qu'elle était entourée de personnalités influentes du monde des affaires, de la politique et de la haute société. Bien que familière avec certains noms et visages grâce aux médias et à son travail dans la mode, elle n'avait jamais été en contact direct avec ces personnes avant cette soirée. Ici, dans ce château magnifique, elle n'était plus qu'une inconnue parmi eux, et pourtant elle sentait leurs regards se poser sur elle de manière insistante. Alors qu'elle cherchait à se mêler discrètement à un petit groupe de personnes, un homme grand et élégant, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé, s'approcha d'elle avec une aisance naturelle. Il avait une 50aine d'années, les cheveux légèrement grisonnants mais impeccablement coiffés, et un sourire en coin qui dégageait une assurance à la limite de l'arrogance. Il se présenta sous le nom de Jean-Luc Moreau, un nom qui fit immédiatement écho dans l'esprit de Sophie. Elle avait souvent entendu ce nom dans des reportages économiques, Jean-Luc étant l'un des plus grands magnats de l'immobilier en France. Il avait bâti un empire financier impressionnant et était respecté autant qu'il était redouté dans le monde des affaires.
Enchanté de faire votre connaissance, mademoiselle Lambert, dit-il d'une voix grave mais charmante. Je me demandais combien de temps il vous faudrait pour faire le tour de cette foule et arriver jusqu'à moi. Était-il au courant de son invitation au gala? Avant même qu'elle ne puisse poser la moindre question, Jean-Luc continua de parler, l'entraînant dans une conversation fluide sur des sujets variés, notamment sur l'événement de ce soir, l'art et même quelques anecdotes personnelles sur ses affaires. Ce qui déroutait Sophie, c'était la façon dont il parlait d'elle comme s'ils avaient une histoire commune, une connaissance partagée qu'elle ignorait. Chaque phrase semblait être remplie de sous-entendus subtils qu'elle n'arrivait pas à saisir pleinement. À mesure que leur conversation avançait, Sophie sentait une étrange proximité se former. Il y avait quelque chose dans les manières de Jean-Luc qui la troublait, comme s'il savait quelque chose à son sujet qu'elle-même ignorait. Il faisait référence à des détails de sa vie qu'elle n'avait jamais partagés publiquement. Cela la rendait mal à l'aise, mais elle ne voulait pas paraître impolie ou paranoïaque en le confrontant directement. Cependant, elle n'arrivait pas à chasser cette impression dérangeante que Jean-Luc connaissait bien plus sur elle qu'il ne le laissait entendre. Le moment le plus troublant survint lorsque Jean-Luc, tout en fixant un portrait accroché à un mur adjacent, déclara nonchalamment « Vous savez, certaines choses dans la vie ont une drôle de manière de se répéter. Le passé a toujours une façon de revenir dans le présent, surtout quand on s'y attend le moins. » Sophie se tendit. Que voulait-il dire par là? Était-ce une simple remarque philosophique, ou faisait-il allusion à quelque chose de plus personnel? Avant qu'elle ne puisse creuser la question, Jean-Luc s'excusa poliment et s'éloigna pour rejoindre un autre groupe d'invités, laissant Sophie perplexe et encore plus curieuse. Après le départ de Jean-Luc, Sophie resta quelques instants immobile, essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées. La remarque énigmatique de cet homme résonnait encore dans son esprit. Que voulait-il dire par le passé à une façon de revenir dans le présent? Ce n'était peut-être qu'un commentaire banal, mais dans le contexte de cette soirée étrange, cela prenait un sens beaucoup plus profond. Elle se sentait déstabilisée, comme si quelque chose se tramait autour d'elle sans qu'elle n'en soit pleinement consciente. Sophie décida de se fondre dans la foule et d'observer les invités plus attentivement. Ce sentiment de déjà-vu qu'elle avait éprouvé en parlant à Jean-Luc ne disparaissait pas. En fait, plus elle interagissait avec les gens autour d'elle, plus elle avait l'impression que quelque chose lui échappait. Chaque regard, chaque sourire lui semblait chargé de sous-entendus. Même les conversations entre les autres invités semblaient ne tourner autour d'un mystère invisible qu'elle n'arrivait pas à cerner. Sophie se mit à scruter les détails du château, cherchant une réponse à cette sensation dérangeante. Les murs étaient décorés de portraits de personnages historiques, des nobles aux visages sévères et solennels, qui semblaient la fixer du regard, comme s'ils la jugeaient. Il y avait aussi des objets d'art ancien exposés dans des vitrines, des tapisseries représentant des scènes de bataille ou de banquets royaux. Tout dans cette demeure semblait empreint d'histoire, et pourtant Sophie ressentait quelque chose d'encore plus intime, comme si ce lieu lui parlait d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. C'est alors qu'elle remarqua un détail qui la fit frissonner. Un grand miroir en pied, orné de dorures complexes, se trouvait dans un coin de la salle. Lorsqu'elle s'approcha, elle vit dans le reflet non seulement son propre visage, mais aussi celui d'une femme dans l'un des portraits accrochés derrière elle. Ce qui la troubla profondément, c'était la ressemblance frappante entre elle et cette femme, peinte sur toile. Les mêmes traits fins, les mêmes cheveux bruns, et surtout, les mêmes yeux perçants. Ce portrait, représentant une femme noble vêtue d'une robe ancienne, laissa Sophie sans voix. Elle s'avança pour mieux examiner le tableau. En bas du cadre, une plaque indiquait le nom de la femme représentée. Catherine de Montbrun, 1762. Ce nom n'évoquait rien à Sophie, mais la ressemblance physique était troublante. Il ne pouvait s'agir d'une simple coïncidence. Comment était-il possible qu'elle ressemble autant à une femme ayant vécu des siècles auparavant? Cela raviva en elle toutes les sensations étranges qu'elle avait ressenties depuis son arrivée au gala. Elle se sentait observée, étudiée, comme si quelqu'un attendait qu'elle fasse une découverte cruciale. Alors qu'elle fixait encore le tableau, Jean-Luc réapparut derrière elle. « Étrange, n'est-ce pas ?» dit-il d'un ton mystérieux. Cette ressemblance, elle ne peut pas être ignorée. Sophie sursauta légèrement, ne l'ayant pas entendu approcher. Qu'est-ce que cela signifie?
demanda-t-elle, la voix tremblante d'inquiétude. Mais Jean-Luc, une fois de plus, laissa la question en suspens avec un sourire énigmatique. « Tout vient à celui qui sait attendre », répondit-il, avant de disparaître à nouveau dans la foule. Le mystère s'épaississait. Sophie était désormais convaincue qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière ce gala et cette invitation. La ressemblance frappante avec la femme du portrait, les sous-entendus constants de Jean-Luc et ce sentiment persistant de déjà-vu la tourmentaient. Elle commençait à douter que sa présence à cet événement soit le fruit du hasard. Mais une question restait sans réponse. Qui avait orchestré tout cela et pourquoi? Sophie se rappela qu'elle n'avait toujours pas rencontré l'hôte de la soirée, François Delacroix. Le nom figurait sur l'invitation, et il était mentionné comme le grand organisateur de ce gala. Pourtant, malgré toute son observation de la salle et de ses occupants, elle n'avait toujours pas aperçu cet homme mystérieux. François Delacroix était-il simplement occupé à gérer les aspects logistiques de la soirée, ou bien son absence dissimulait-elle autre chose? Elle décida de demander à quelques invités s'ils avaient vu ou rencontré François. À sa grande surprise, plusieurs convives se contentèrent de sourire poliment, évitant la question ou répondant vaguement qu'ils l'avaient déjà croisé lors d'autres événements, mais pas ce soir-là. Plus elle posait la question, plus elle se rendait compte que personne ne semblait vraiment savoir où il se trouvait. Cela augmenta son malaise. Pourquoi cet homme, censé être l'hôte de l'une des soirées les plus prestigieuses de la saison, restait-il invisible à son propre événement? Alors qu'elle continuait d'interroger discrètement d'autres convives, Sophie remarqua que le ton des conversations changeait lorsqu'elle mentionnait le nom de François Delacroix. Les visages souriants se faisaient plus réservés, les regards devenaient fuyants. Cela lui rappelait ces films où le simple, un serveur qui semblait plus loquace que les autres, finit par lui glisser à l'oreille qu'un salon privé était réservé pour François et certains invités de marque, loin des regards du grand public. Cette information alluma une nouvelle étincelle de curiosité chez Sophie. Pourquoi se cacherait-il là, alors que son rôle était d'accueillir ses invités dans la splendeur du château? Elle se sentit irrémédiablement attirée par ce salon mystérieux, convaincue que des réponses s'y trouvaient. Sophie se mit alors à errer dans les couloirs du château, espérant retrouver le salon privé où se trouvait peut-être François Delacroix. Le château était immense, avec des couloirs labyrinthiques et des portes massives en bois sculpté. Chaque salle qu'elle traversait était un témoignage du luxe, des lustres scintillants aux tapisseries anciennes qui racontaient des histoires oubliées. Cependant, au fur et à mesure qu'elle avançait, elle commença à remarquer une atmosphère différente. Les invités étaient moins nombreux dans ces parties plus reculées du château, et les bruits de la fête s'estompaient progressivement. Arrivée devant une porte particulièrement imposante, Sophie hésita. Elle ne savait pas si c'était la pièce où François se trouvait, mais quelque chose la poussait à l'ouvrir. Lorsque la porte céda sous sa main, elle découvrit une salle sombre, éclairée seulement par quelques bougies disposées de manière presque rituelle. Là, au centre, une table ornée de documents anciens et de portraits. À ce moment-là, Sophie comprit que cet endroit n'était pas un simple salon réservé pour une réunion. Elle était entrée dans le cœur d'un mystère bien plus profond, et sa quête de vérité ne faisait que commencer. Sophie se tenait dans ce couloir silencieux, face à une porte imposante en bois massif, gravée de motifs anciens. Le château, malgré son éclat et sa splendeur dans les pièces principales, semblait ici plus sombre, presque lugubre. Le contraste avec la fête qui battait son plein dans la grande salle était frappant. Chaque pas de Sophie sur le sol de pierre résonnait comme une note isolée dans une partition de silence, et le faible éclairage des chandeliers accrochés au mur ajoutait à l'atmosphère inquiétante qui régnait dans cette aile du château. Alors qu'elle avançait dans ce couloir isolé, une étrange sensation envahit Sophie, comme si elle était sur le point de franchir une limite invisible. Son instinct lui disait que quelque chose de crucial se cachait derrière cette porte. Ce n'était pas une simple curiosité qui la poussait à agir, mais une intuition profonde, presque irrationnelle, qui la poussait à découvrir ce qui était soigneusement dissimulé. Elle regarda autour d'elle pour s'assurer qu'aucun autre invité ne l'avait suivie. La dernière chose dont elle avait besoin, c'était d'être prise en flagrant délit d'intrusion dans une partie du château probablement interdite aux invités. Une pancarte accrochée à la porte portait l'inscription en lettres dorées « Entrée interdite ».
Il était clair que cette salle n'était pas destinée aux convives du gala. Pourtant, cela ne fit qu'aiguiser la curiosité de Sophie. Elle posa la main sur la poignée froide en métal, hésitant un instant. Devait-elle réellement franchir cette ligne? Il y avait quelque chose d'inquiétant dans le fait de violer cette interdiction explicite, mais un sentiment inexplicable la poussait à aller de l'avant. Elle tourna doucement la poignée et poussa la porte avec précaution. Celle-ci s'ouvrit lentement, émettant un léger grincement, révélant une pièce plongée dans une semi-obscurité. Contrairement au faste des autres salles du château, cette pièce avait une ambiance totalement différente. Les meubles étaient plus austères, les murs ornés de portraits d'un autre temps, et une odeur de bois ancien et de parchemin imprégnait l'air. En s'avançant dans la pièce, les battements de cœur de Sophie s'accélérèrent. Elle sentait que cette salle cachait un secret profondément enfoui. Elle balaya la pièce du regard, cherchant quelque chose qui expliquerait pourquoi cet endroit était interdit. Au centre de la pièce se trouvait une table basse en bois, sur laquelle étaient disposés plusieurs documents jaunis par le temps, ainsi qu'un livre à la couverture usée. Mais ce qui attira vraiment l'attention de Sophie fut le grand portrait accroché au mur du fond. Le portrait représentait une femme vêtue d'une robe de soie, typique du XVIIIe siècle, assise dans une pose élégante, tenant un éventail dans ses mains. Ce qui saisit Sophie, ce n'était pas la beauté ou l'ancienneté du tableau, mais bien la ressemblance frappante entre elle et la femme du portrait. Elle resta figée, le regard rivé sur cette figure qui semblait être son double, mais vivant à une époque révolue. La même ligne de mâchoire, les mêmes cheveux châtains, et surtout les mêmes yeux perçants qui semblaient la regarder directement à travers les siècles. Sophie s'approcha du tableau, le cœur battant. Un nom était gravé sur une plaque en bas du cadre. Catherine de Montbrun, 1762. Ce nom ne lui disait rien, mais la ressemblance troublante entre elle et cette Catherine de Montbrun ne pouvait être ignorée. Était-ce une simple coïncidence, ou y avait-il une connexion plus profonde qu'elle ne comprenait pas encore? Sophie resta devant le portrait de Catherine de Montbrun pendant plusieurs minutes, incapable de détacher son regard de ce visage qui semblait être le sien, projeté dans le passé. Elle avait du mal à respirer. Son esprit s'embrouillait face à cette découverte déconcertante. La pièce, sombre et silencieuse, ajoutait à la sensation étrange d'être en dehors du temps, comme si elle avait pénétré dans un lieu où passé et présent se confondaient. Tout à coup, une idée germa dans son esprit. Et si cette Catherine de Montbrun était une ancêtre lointaine dont elle ignorait l'existence? Mais pourquoi personne ne lui en avait-il jamais parlé? Pourquoi ce nom lui était-il totalement inconnu, malgré cette ressemblance évidente? Sophie se mit à explorer la pièce avec plus d'attention, espérant trouver des indices qui pourraient expliquer cette mystérieuse coïncidence. Elle se dirigea vers la table basse où étaient posés les documents anciens. Avec précaution, elle saisit l'un des papiers, un acte rédigé à la main, presque illisible à cause de l'usure du temps. En le déchiffrant, elle se rendit compte qu'il s'agissait d'un contrat de mariage entre deux familles nobles, dont l'une portait le nom de Montbrun. À chaque mot qu'elle lisait, une sensation de vertige l'envahissait. Était-il possible qu'elle soit liée à cette famille de noblesse ancienne? Alors qu'elle fouillait parmi les papiers, elle découvrit un carnet à la couverture en cuir, usé par les années. Il semblait contenir des notes personnelles, des pensées écrites à la main, et en l'ouvrant, elle réalisa que ce carnet appartenait à la même Catherine de Montbrun, représentée sur le tableau. Les premières pages du journal étaient remplies de réflexions sur la vie aristocratique de l'époque. Des descriptions des fêtes somptueuses auxquelles Catherine assistait, des récits de voyages, et des commentaires sur des alliances politiques. Cependant, plus Sophie avançait dans la lecture, plus le ton du carnet devenait sombre. Catherine évoquait des tensions familiales, des trahisons au sein de la noblesse et des secrets cachés au sein de son propre lignage. Elle faisait référence à des menaces voilées, à des manœuvres pour s'assurer que certains secrets ne sortiraient jamais au grand jour. Sophie sentait une tension croissante dans les écrits, comme si Catherine avait tenté de mettre en garde les générations futures, sans jamais être entendue. Ce carnet, ces documents, ces portraits, tout semblait pointer vers un mystère ancien que Sophie devait découvrir. Elle sentait que ce n'était pas un hasard si elle avait été invitée à ce gala. Il y avait un lien profond entre elle et ce château.
et ses découvertes ne faisaient qu'effleurer la surface de la vérité. Mais elle se demandait combien de temps encore elle pourrait explorer ce secret avant d'être interrompue. Alors qu'elle replongeait dans les écrits de Catherine, un bruit derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna brusquement mais ne vit personne. La porte qu'elle avait entr'ouverte quelques minutes plus tôt semblait à peine bouger sous l'effet d'un courant d'air. La tension montait en elle. Elle ne voulait pas se faire surprendre ici, surtout pas dans une pièce où elle n'avait pas le droit de se trouver. Elle referma soigneusement le carnet et le reposa sur la table, le cœur battant encore plus fort. Sophie quitta alors la pièce en silence, prenant soin de refermer la porte derrière elle. Mais cette découverte la laissa troublée. Qui était vraiment Catherine de Montbrun? Et pourquoi ce château semblait-il renfermer tant de secrets sur cette femme? Plus elle y pensait, plus elle sentait que son lien avec cet endroit était plus profond qu'elle ne l'avait imaginé. De retour dans les couloirs animés du château, Sophie se sentait détachée de la réalité festive qui continuait de se dérouler autour d'elle. La musique résonnait toujours, les invités riaient, buvaient du champagne et échangeaient des discussions légères. Pourtant, pour elle, l'atmosphère avait radicalement changé. Elle ne pouvait plus se concentrer sur ce qui se passait dans la salle de bal, pas après ce qu'elle avait découvert. Sophie traversa la foule, son esprit entièrement absorbé par ce qu'elle venait de lire et de voir. Le visage de Catherine de Montbrun restait gravé dans sa mémoire, et la ressemblance troublante la hantait. Comment expliquer cette connexion apparente entre elle et cette femme du XVIIIe siècle? Pourquoi ce carnet, ces documents, étaient-ils encore présents dans cette pièce cachée, comme s'ils attendaient d'être découverts par elle? Alors qu'elle tentait de retrouver ses esprits, elle aperçut Jean-Luc Moreau, toujours plongé dans une conversation avec un groupe d'hommes influents près du bar. Sophie se dirigea vers lui, déterminée à obtenir des réponses. Si quelqu'un savait quelque chose sur ce mystère, c'était sûrement lui. Jean-Luc avait cette manière de parler de manière énigmatique, laissant entendre qu'il connaissait bien plus de choses qu'il ne voulait bien le dire. Elle l'interrompit poliment, mais fermement. « Jean-Luc, il faut que je vous parle », dit-elle d'une voix qui ne laissait. Jean-Luc se retourna vers elle, un sourire subtil étirant ses lèvres, comme s'il savait déjà ce qu'elle allait lui demander. « Ah, Sophie, je me demandais quand vous viendriez à moi avec toutes ces questions. Je vois que votre curiosité n'a pas faibli depuis notre dernière conversation. » Son ton était détendu, presque amusé, ce qui ne fit qu'augmenter l'impatience de Sophie. « Vous savez des choses que je ne comprends pas encore, » rétorqua-t-elle avec une pointe de frustration. « Catherine de Montbrun, qui était-elle vraiment, et pourquoi ressemble-t-elle autant à moi ?» Puis, dans un geste lent et calculé, il lui fit signe de le suivre vers un coin plus calme de la pièce, à l'abri des oreilles indiscrètes. Sophie le suivit, sentant que ce moment marquerait un tournant dans sa soirée. Une fois à l'écart, Jean-Luc prit un ton plus sérieux. « Ce que vous avez découvert n'est que la partie visible d'un iceberg, Sophie. Catherine de Montbrun était bien plus qu'une simple aristocrate de l'époque. Elle faisait partie d'une lignée ancienne, une lignée qui, aujourd'hui encore, exerce une influence dans des cercles que peu connaissent. Votre ressemblance avec elle n'est pas une coïncidence, mais je ne suis pas le mieux placé pour tout vous révéler. L'hôte de cette soirée, François Delacroix, est celui que vous devriez rencontrer. Il a attendu longtemps pour que vous découvriez tout cela. Maintenant, il est temps que vous sachiez la vérité. » Le silence qui y régnait tranchait avec l'atmosphère animée de la salle de bal, et l'obscurité tamisée des lieux ajoutait une touche solennelle à ce moment. Une grande baie vitrée offrait une vue imprenable sur les jardins du château, baignés dans la lumière douce de la lune. L'ambiance intime semblait propice à une révélation importante, et Sophie sentait que ce qu'elle allait entendre changerait tout. Jean-Luc s'installa dans un fauteuil en cuir, et fit signe à Sophie de prendre place en face de lui. Elle obéit, le cœur battant, les yeux rivés sur cet homme énigmatique qui détenait des réponses. Jean-Luc, d'un geste lent et calculé, porta un verre de cognac à ses lèvres avant de prendre la parole. « Sophie, » commença-t-il d'une voix grave, « il est temps que vous compreniez pourquoi vous êtes ici. Ce n'est pas par hasard que vous avez reçu cette invitation. Tout ce gala a été soigneusement organisé pour vous, bien que vous n'en ayez eu aucune idée. Pourquoi une soirée aussi prestigieuse serait-elle organisée pour elle, parmi tant d'autres ?» Jean-Luc posa son verre sur la table, puis plongea son regard dans celui de Sophie,
Parce que vous êtes bien plus que ce que vous croyez. Il y a des choses dans votre passé, dans l'histoire de votre famille, qui ont été cachées pendant des générations. Vous portez un héritage dont vous n'avez jamais eu connaissance. Un héritage qui vous lie directement à cet endroit, à ce château et à la lignée des Montbrun. Elle était figée, incapable de trouver les mots. Un héritage? Un lien avec les Montbrun? Cette famille noble dont elle venait à peine de découvrir l'existence quelques heures plus tôt? Tout cela lui semblait surréaliste, comme si elle était plongée dans un conte dont elle était l'héroïne involontaire. Jean-Luc continua, gardant son ton posé mais intense. La femme que vous avez vue dans le portrait, Catherine de Montbrun, n'est pas seulement une ancêtre lointaine. Elle est une pièce maîtresse de votre histoire. Il y a bien longtemps, la lignée Montbrun a été presque effacée, ses membres dispersés à travers l'Europe, pour éviter un conflit avec une autre famille puissante. Mais les secrets et les liens de cette famille ne se sont jamais réellement perdus. Ils ont été dissimulés, protégés, et vous, Sophie, en êtes aujourd'hui l'héritière. Chaque mot de Jean-Luc ajoutait une couche de complexité à sa vie, comme si tout ce qu'elle avait connu jusqu'à maintenant n'était qu'une façade dissimulant une réalité bien plus vaste et profondément enracinée dans l'histoire. Pourquoi ne m'a-t-on jamais parlé de tout cela? Pourquoi maintenant? Demanda-t-elle, sa voix tremblante partagée entre la peur et la curiosité. Jean-Luc hocha la tête avec gravité. Parce que le moment n'était pas encore venu. Pendant des années, vous avez été protégé de ce passé, de ses responsabilités. Mais maintenant, tout a changé. François Delacroix, notre hôte, est celui qui détient les clés de ces réponses. Vous devez le rencontrer. Il vous expliquera pourquoi cet héritage doit vous revenir aujourd'hui et ce que cela implique pour vous et votre avenir. La révélation de ses liens avec les Montbrun, une famille noble dont elle ignorait totalement l'existence jusqu'à cette soirée, faisait naître en elle un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle repensa à sa vie à Paris, une vie modeste qu'elle avait toujours jugée satisfaisante. Pourquoi lui aurait-on caché une telle vérité sur son passé? Son enfance lui semblait désormais floue, comme si chaque souvenir était teinté d'un mensonge ou d'une omission. Elle se rappela les rares occasions où sa mère évoquait vaguement leurs ancêtres, sans jamais entrer dans les détails. Était-ce là la clé de cette histoire? Avait-elle été volontairement maintenue dans l'ignorance pour la protéger de quelque chose? Jean-Luc, voyant les pensées se bousculer dans l'esprit de Sophie, se pencha légèrement vers elle et parla d'un ton plus doux. « Je sais que tout cela peut sembler irréel, mais je vous assure que c'est la vérité. Ce château, cette lignée, ces secrets, tout fait partie de vous. » Catherine de Montbrun n'était pas une simple aristocrate. Elle avait un rôle crucial dans les dynamiques politiques et familiales de son époque, et elle a laissé derrière elle des indices pour ceux qui viendraient après elle. Vous êtes celle qui doit porter ce fardeau maintenant. Suis-je censé reprendre le flambeau de cette famille que je ne connais même pas? Pourquoi tout cela doit-il ressortir aujourd'hui maintenant? De là on pouvait voir les vastes jardins du château, baignés dans la lueur argentée de la lune. Catherine de Montbrun a tenté de protéger sa famille des intrigues qui menaçaient de la détruire. Elle a laissé des instructions, des traces de son passage, pour que quelqu'un un jour puisse reprendre son œuvre. Mais il ne s'agit pas seulement de reprendre là où elle s'est arrêtée, Sophie. Il s'agit de comprendre pourquoi vous avez été choisie, pourquoi votre lignée a survécu alors que tant d'autres ont disparu. Quel rôle joue-t-il dans tout cela? Pourquoi est-ce lui qui m'a invité à ce gala? Ils ont veillé sur l'héritage que vous devez désormais porter. C'est lui qui vous guidera dans la prochaine étape, qui vous révélera ce que vous devez savoir pour accepter votre destinée. J'ai ma vie à Paris, mon travail, mes amis. Je ne sais pas si je suis capable de gérer tout ce que vous me dites. Que vous l'acceptiez ou non, cela fait partie de vous. Mais au-delà de la peur et de l'incertitude, une autre émotion se faisait jour en elle. Une curiosité profonde. Un besoin de comprendre d'où elle venait vraiment. La décision de rencontrer François Delacroix se fit presque naturellement. Sophie savait que pour avancer, elle devait affronter ses révélations. Jean-Luc la conduisit à travers les couloirs du château jusqu'à une salle isolée, à l'abri des regards indiscrets. L'ambiance ici était différente, plus calme, plus intime. C'était un salon d'époque, richement décoré de meubles anciens et de portraits accrochés au mur, évoquant l'atmosphère feutrée des discussions confidentielles entre les membres d'une même famille. François Delacroix était assis dans un grand fauteuil, son regard posé sur un feu de cheminée crépitant doucement. Lorsqu'il entendit la porte s'ouvrir,
Il se leva lentement et se tourna vers Sophie avec une expression sérieuse, mais non dénuée de chaleur. Il était un homme d'âge mûr, vêtu avec une élégance discrète, et ses traits exprimaient la sagesse d'un homme qui en avait vu beaucoup au cours de sa vie. « Sophie Lambert, dit-il d'une voix calme, presque solennelle, je suis heureux que vous soyez venue. » Elle s'installa dans le fauteuil en face de François, et le silence qui s'ensuivit sembla étirer le temps. Après quelques secondes, François prit la parole, comme s'il pesait soigneusement chaque mot. « Vous vous demandez sûrement pourquoi tout cela vous arrive maintenant, » commença-t-il, posant ses mains sur ses genoux, le regard rivé sur elle. « C'est une histoire complexe, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Vous faites partie d'une lignée ancienne, les Montbrun, une des familles les plus influentes de France autrefois. Leur pouvoir s'étendait bien au-delà des frontières, mais avec ce pouvoir sont venues des rivalités, des trahisons et des dangers. Ceci est l'histoire de votre famille, des générations de Montbrun qui ont navigué dans des eaux tumultueuses, des alliances politiques aux intrigues de cour. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette famille avait des ennemis puissants, des ennemis qui ont juré de les détruire. « Pourquoi ai-je été tenue à l'écart de tout cela ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. François s'assit à nouveau, son regard se faisant plus grave. « Parce que les Montbrun ont été presque anéantis. Seuls quelques membres de la famille ont survécu, éparpillés à travers l'Europe. Votre branche a été cachée pour votre protection. Vous avez grandi sans savoir qui vous étiez réellement, afin de vous protéger des menaces qui persistent encore aujourd'hui. Un poids énorme pesait sur ses épaules, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle devait découvrir toute la vérité. François posa une main sur le livre devant elle. « La question maintenant, Sophie, est de savoir ce que vous ferez de cet héritage. » Elle se trouvait face à une histoire qu'elle n'avait jamais imaginée, un héritage qui bouleversait tout ce qu'elle pensait savoir sur sa vie. Le silence régnait dans la pièce, seulement interrompu par le crépitement du feu dans la cheminée. Chaque seconde qui passait semblait la rapprocher d'une décision qu'elle n'était pas encore prête à prendre. Sophie se leva lentement de son fauteuil, le livre des Montbrun toujours posé sur la table devant elle. Ses yeux parcouraient les lignes du livre, comme si elle cherchait une confirmation, quelque chose qui pourrait rendre tout cela plus réel, plus tangible. Son cœur battait la chamade et son esprit tourbillonnait d'interrogations. Comment était-elle passée d'une simple vie tranquille à Paris à cette situation presque irréelle où elle découvrait qu'elle était la descendante d'une famille noble, cachée pour sa sécurité pendant des générations? Et surtout, pourquoi cette révélation arrivait-elle maintenant? François observa Sophie avec une patience bienveillante, comprenant l'immense bouleversement qu'elle devait ressentir. Il savait que l'ampleur de cette découverte nécessitait du temps pour être digérée, mais le temps était précisément ce qui manquait. Sophie n'avait plus la possibilité de revenir à l'ignorance, car désormais, elle était impliquée dans une histoire plus vaste que sa propre existence. Je ne sais pas quoi penser, balbutia Sophie en s'approchant de la fenêtre pour regarder les jardins illuminés par la lune. Je n'ai jamais voulu de tout cela. Ma vie à Paris me suffisait. Comment pourrais-je maintenant assumer un tel héritage? Ce château, cette histoire, cette lignée, c'est trop. Je comprends votre confusion, Sophie. Croyez-moi, ce genre de révélation n'est facile pour personne. Mais vous devez comprendre que cette lignée que vous représentez ne concerne pas seulement le passé. Il y a des responsabilités qui viennent avec cet héritage, et ce gala, cette soirée, c'était pour vous préparer à cela. Je ne suis qu'une femme ordinaire. Pourquoi moi? Le monde change, et les anciennes dynasties comme la vôtre ne peuvent plus rester cachées dans l'ombre. Vous êtes le dernier maillon de cette chaîne, et c'est à vous de décider comment poursuivre cette histoire. Elle réalisa que sa vie ne lui appartenait plus entièrement, qu'elle portait désormais les espoirs et les secrets de générations passées. Tout en elle voulait résister à cette idée, mais elle savait, au fond d'elle, qu'elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle était. Elle était liée à cet héritage, à cette histoire vieille de plusieurs siècles. François reprit, sa voix douce mais ferme. « Je ne vous demande pas de prendre une décision maintenant. Vous avez le droit de prendre le temps de réfléchir. Mais il est important que vous sachiez que refuser cet héritage pourrait avoir des conséquences que vous n'imaginez pas encore. » Elle comprenait que son avenir dépendait de ce qu'elle déciderait de faire. Elle n'était plus seulement Sophie Lambert, la femme indépendante et professionnelle vivant à Paris. Elle était désormais une Montbrun,
héritière d'une histoire complexe, d'intrigues et de secrets qui avaient survécu à travers les âges. Après un long moment d'introspection, Sophie réalisa qu'elle avait besoin de réponses plus concrètes. Elle ne pouvait plus se contenter de demi-vérités ou de mystères voilés. Elle se tourna vers François, prête à affronter ce qu'il allait lui révéler. Si je suis l'héritière de cette lignée, pourquoi est-ce que cela se manifeste maintenant? Pourquoi ma famille m'a-t-elle caché tout cela pendant tant d'années? Et pourquoi vous, François? Êtes-vous celui qui orchestre tout cela? Il y a plusieurs décennies, les Montbrun étaient l'une des familles les plus influentes de France. Mais cette influence s'est effondrée à cause d'ennemis puissants. Lorsque la menace est devenue trop grande, ils ont décidé de se disperser, de se cacher sous de nouveaux noms, dans l'espoir de protéger leur descendance. Et cela a fonctionné. Jusqu'à aujourd'hui, elles se sont endormies pendant un temps, mais elles reviennent, plus fortes, plus déterminées. Vous devez savoir que cet héritage que vous portez n'est pas seulement un fardeau historique, mais un enjeu actuel. Certains aimeraient que votre nom reste dans l'oubli. D'autres, comme moi, croient que la lignée des Montbrun doit être restaurée. Restaurée? Vous voulez dire que je devrais reprendre cette influence que ma famille avait autrefois? Vous avez des ennemis qui ne resteront pas passifs et des alliés qui veulent vous soutenir. C'est à vous de décider de la voie à suivre. Il y avait un certain pouvoir dans cette révélation, une force cachée dans son histoire qui pourrait peut-être lui donner un sens nouveau à sa vie. Et vous, François, quel rôle jouez-vous dans tout cela? Demanda-t-elle d'un ton direct. François esquissa un léger sourire, cette fois empreint de sincérité. Je suis un vieil ami de votre famille, Sophie. Mon devoir a toujours été de veiller sur cet héritage, de m'assurer que lorsque le moment viendrait, vous seriez préparé à l'accepter. Je ne suis pas ici pour vous dicter ce que vous devez faire, mais pour vous offrir un choix. Je peux vous guider, vous apprendre ce que cela signifie d'être une Montbrun, mais la décision finale vous appartient. Après cette longue discussion, Sophie se retrouva seule dans la salle, François ayant pris congé pour la laisser réfléchir à tout ce qui venait de lui être révélé. Elle regarda à nouveau le livre sur les Montbrun posé devant elle. Ses doigts frôlèrent la couverture en cuir usé, sentant le poids des siècles à travers cet objet ancien. Ce livre symbolisait bien plus que l'histoire d'une famille noble oubliée. Il représentait la clé de son identité, un lien entre le passé et l'avenir. Alors qu'elle feuilletait à nouveau les pages, elle s'arrêta sur un passage qui racontait la chute brutale de la famille Montbrun, les alliances brisées, les complots politiques, les trahisons. Tout était là, détaillé avec une précision presque glaçante. Elle réalisa alors que, bien qu'elle soit née dans une autre époque, elle était désormais le dernier maillon de cette longue chaîne d'événements. Un bruit sourd attira soudain son attention. Sophie leva les yeux et vit qu'une porte latérale du salon s'était ouverte. Curieuse, elle se leva et s'avança lentement vers l'ouverture. La porte menait à une petite pièce secrète où étaient entreposés d'autres documents et objets anciens, apparemment laissés là comme des reliques du passé. Au centre de la pièce se trouvait une vieille malle en bois, fermée par une serrure ancienne. Sophie s'agenouilla devant la malle, sentant que ce qu'elle découvrirait à l'intérieur pourrait changer sa perception de son héritage. Elle trouva une clé accrochée au mur à côté de la porte, la prit et déverrouilla la serrure avec précaution. Le couvercle de la malle s'ouvrit dans un grincement lent, révélant des artefacts anciens, des bijoux et des lettres soigneusement empilées. Parmi les objets, un collier attira son attention. C'était un pendentif en or, orné d'une pierre précieuse d'un bleu profond, identique à celle portée par Catherine de Montbrun dans le portrait qu'elle avait vu plus tôt dans la soirée. Sophie prit délicatement le collier entre ses doigts, sentant son poids dans sa paume. En l'observant de plus près, elle remarqua une inscription gravée au dos du pendentif. Pour la dernière des Montbrun, celle qui restaurera l'honneur de notre nom. Sophie comprit alors que cet héritage, aussi lourd soit-il, lui appartenait de droit. Ce n'était pas seulement une question de passé, mais aussi de l'avenir qu'elle pourrait façonner avec cette nouvelle identité. Elle se redressa, le pendentif dans la main, et regarda une dernière fois la malle, sachant qu'elle venait de faire un choix crucial. En sortant de la pièce, elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Mais elle était prête à affronter ce qui viendrait, à accepter son rôle en tant que Montbrun, et à découvrir ce que cet héritage caché pourrait lui apporter. Sophie avait pris une décision. Elle avait accepté de porter l'héritage des Montbrun,
Mais cela ne signifiait pas que son esprit était en paix. Au contraire, un tourbillon de pensées l'assaillait alors qu'elle quittait la petite pièce où elle avait découvert le pendentif. Sa main serrait toujours ce bijou, symbole de l'histoire de sa famille et de l'influence qui lui était désormais conférée. Cependant, à mesure qu'elle avançait à travers les couloirs déserts du château, une question revenait sans cesse dans son esprit. Pouvait-elle vraiment concilier cette nouvelle identité avec la vie qu'elle menait jusqu'alors? Elle pensa à son appartement à Paris, à son travail dans la mode, à ses amis qui n'avaient aucune idée de ce qui se passait ici, dans ce château. Comment pourrait-elle retourner à sa vie quotidienne après cette soirée? Comment pourrait-elle expliquer à Claire, sa meilleure amie, qu'elle n'était plus simplement Sophie Lambert, mais la descendante d'une puissante famille noble? Et puis, accepter cet héritage signifiait-il qu'elle devait renoncer à tout ce qu'elle avait construit jusque-là? Ses pensées la torturaient. Elle se sentait partagée entre deux mondes, celui de son passé tranquille et celui de son avenir incertain, chargé de responsabilités et de mystères. François Delacroix avait parlé d'ennemis qui étaient toujours présents, d'une lutte qui se poursuivait à travers les générations. Comment une simple femme comme elle pourrait-elle faire face à ces forces? Elle n'avait ni l'expérience ni la volonté de se lancer dans des jeux de pouvoir ou des intrigues politiques. Sa vie était bien loin de tout cela, et pourtant, elle ne pouvait ignorer le poids de la révélation qui lui avait été faite. En acceptant cet héritage, elle acceptait également de défendre le nom des Montbrun, de restaurer ce qui avait été perdu. Mais comment faire cela sans perdre son propre sens de soi? Comment préserver son indépendance, son identité, tout en embrassant cette nouvelle réalité? Perdue dans ses pensées, Sophie réalisa qu'elle n'avait pas toutes les réponses. Elle savait seulement qu'elle devait avancer, qu'elle devait comprendre davantage ce que cet héritage impliquait avant de prendre des décisions définitives. Elle se promit de ne pas se précipiter, mais de suivre son instinct, tout en restant fidèle à elle-même. Alors qu'elle retournait vers la salle principale du gala, Sophie sentait une nouvelle force naître en elle, une force qu'elle n'avait pas conscience de posséder. Peut-être que, malgré toutes les incertitudes, elle était plus prête qu'elle ne le pensait. Peut-être que ce rôle d'héritière ne signifiait pas seulement un fardeau, mais aussi une opportunité de découvrir qui elle était vraiment. De retour dans la grande salle de bal, Sophie retrouva l'agitation habituelle de la soirée. Les invités continuaient de discuter, de rire et de déguster du champagne, comme si rien d'extraordinaire ne se passait. Pourtant, pour elle, tout avait changé. Chaque visage qu'elle croisait lui semblait désormais faire partie d'un jeu plus vaste, un jeu dont elle ignorait encore toutes les règles. Elle se sentait comme une pièce centrale dans un puzzle dont les contours commençaient à peine à se dessiner. Alors qu'elle contemplait cette scène avec un regard neuf, François Delacroix réapparut à ses côtés. Son expression toujours aussi bienveillante, mais cette fois teintée d'une certaine gravité. Il comprenait le poids de la décision qu'elle avait prise, et il savait que le chemin qui l'attendait ne serait pas facile. « Sophie, » dit-il doucement, attirant son attention, « nous devons discuter des prochaines étapes. Vous avez accepté votre héritage et c'est un pas immense. Mais il est important de comprendre ce que cela signifie, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Il s'agit de responsabilité. La lignée des Montbrun a toujours été liée à des alliances stratégiques, des protections secrètes et des connaissances précieuses. À l'époque, cette famille jouait un rôle crucial dans l'équilibre des pouvoirs en France. Mais aujourd'hui, ces forces sont toujours en jeu, bien que sous des formes plus subtiles. En tant qu'héritière des Montbrun, vous devrez apprendre à naviguer dans ces eaux troubles. Mais vous n'êtes pas seul dans cette tâche. Des gens comme moi, qui ont veillé sur votre famille pendant des générations, sont là pour vous guider. Elle avait maintenant une idée plus claire de ce que cela impliquait d'accepter cet héritage. Ce n'était pas seulement une question d'honorer la mémoire de ses ancêtres, mais aussi de se préparer à un avenir incertain, peuplé d'intrigues et de conflits invisibles. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-elle finalement, prête à comprendre ce que François attendait d'elle. François esquissa un léger sourire. « Pour l'instant, il est important que vous compreniez les alliances existantes. Vous devrez rencontrer certains membres influents, des familles qui ont toujours été proches des Montbrun, ainsi que celles qui pourraient poser un danger. Vous devrez vous familiariser avec ces dynamiques avant de prendre des décisions importantes. Mais, et c'est crucial, vous devez le faire à votre rythme. Ce n'est pas une course contre la montre, mais une préparation minutieuse à un rôle que vous seul pouvez assumer. »
François et d'autres personnes comme lui semblaient veiller sur elle, prêts à l'accompagner dans cette transition. Elle ressentait un mélange d'appréhension et de détermination. Elle savait que le chemin serait long, mais elle n'était plus la même femme qui était entrée dans ce château quelques heures plus tôt. Une nouvelle Sophie Lambert, ou plutôt une nouvelle Montbrun, émergeait, prête à comprendre ce qu'elle devait accomplir. Après cette conversation déterminante avec François, Sophie sentit qu'elle avait franchi un point de non-retour. Elle savait maintenant que sa vie ne serait plus jamais la même, mais elle acceptait cette transformation avec une sérénité nouvelle. Le monde qui l'entourait semblait s'être élargi, révélant des dimensions insoupçonnées, des forces invisibles qui avaient toujours été là, mais auxquelles elle n'avait jamais prêté attention. Alors qu'elle quittait la grande salle de bal pour prendre l'air, elle se retrouva seule dans les jardins du château. Le silence de la nuit l'enveloppa, lui offrant un moment de répit dans cette soirée tumultueuse. Elle marchait lentement, contemplant les étoiles au-dessus d'elle, se demandant si Catherine de Montbrun avait un jour ressenti la même chose. Ce poids de l'héritage, ce sentiment d'être à la croisée des chemins. Sophie s'arrêta près d'une fontaine, où l'eau claire scintillait sous la lumière de la lune. Elle sortit le pendentif qu'elle avait trouvé dans la pièce secrète et l'observa à nouveau. Ce bijou était plus qu'un simple ornement. Il était le symbole de sa nouvelle vie, de cette lignée qui lui avait été léguée. En le tenant dans ses mains, elle se rendit compte que ce n'était pas seulement un poids à porter, mais une force à canaliser. Les pensées de Sophie dérivèrent vers son avenir. Comment intégrerait-elle cet héritage à sa vie à Paris? Pourrait-elle concilier son rôle dans la lignée des Montbrun avec sa carrière dans la mode, ses amitiés et ses aspirations personnelles? Elle ne voulait pas abandonner ce qu'elle avait construit, mais elle savait aussi que refuser cette nouvelle identité serait renier une partie d'elle-même. Alors qu'elle réfléchissait, François réapparut, comme s'il avait anticipé son besoin de solitude. Il resta à une distance respectueuse, observant Sophie en silence. Puis, doucement, il s'approcha. « Il est normal de se sentir perdu au début, » dit-il avec une voix apaisante. « Mais sachez que cette nouvelle vie ne signifie pas que vous devez abandonner l'ancienne. Vous êtes libre de construire votre propre chemin, Sophie. Vous pouvez façonner cet héritage à votre image. » Elle pouvait utiliser ce pouvoir pour accomplir quelque chose de positif, pour restaurer l'honneur de sa famille, tout en restant fidèle à ses propres valeurs. Elle comprit alors que ce n'était pas une question de choisir entre deux vies, mais de les réunir, de trouver un équilibre. Sophie tourna son regard vers François, une nouvelle détermination dans les yeux. « Je ne sais pas encore exactement ce que l'avenir me réserve, » dit-elle d'un ton calme mais résolu, « mais je suis prête à apprendre. Je suis prête à découvrir ce que signifie réellement être une Montbrun, et je le ferai à ma manière. Ce que vous ferez de cet héritage dépend de vous, et je suis certain que vous saurez trouver votre propre voie. » Au contraire, elle percevait une opportunité, un nouveau départ. Elle pouvait être à la fois Sophie Lambert et Sophie de Montbrun. Ces deux facettes d'elle-même pouvaient coexister, et ensemble, elles lui permettraient de construire une vie encore plus riche et pleine de sens. En regagnant le château, Sophie savait que ce gala marquait le début d'un nouveau chapitre. Elle ignorait encore tous les défis qui l'attendaient, mais une chose était certaine. Elle ne serait plus jamais la femme ordinaire qu'elle avait été avant de franchir les portes de ce lieu historique. Désormais, elle portait en elle l'histoire des Montbrun, et avec elle, une force qui ne demandait qu'à s'épanouir.